est aussi dans ce studio un de mes vieux amis qui pourtant est jeune, Jean-Yves Dufour. Bonsoir Jean-Yves Dufour. Bonsoir. Qui a écrit un ouvrage. Je ne savais pas que vous étiez essayiste. Vous êtes ingénieur, vous êtes militant politique. On peut dire que vous êtes membre du RIF et puis maintenant membre du Ciel. Absolument. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle « La France face au mondialisme, le nouveau paradigme », voilà, ouais. dont nous allons parler tout à l'heure. Voilà. Et en même temps, vous êtes ingénieur. À la fois ingénieur et passionné par la politique. Oui, plutôt par devoir en fait. La politique, quand on voit l'état, ou ingénieur, c'est un devoir? Non, la politique. Quand j'ai vu l'état de la France, je me suis dit il faut s'engager. Mais mes passions, c'est prioritairement la musique en principe. Vous travaillez dans une grande boîte française. La lecture, d'autres centres d'intérêt. Dont on taira le nom. Voilà. Et puis, Jean-Yves Dufour, qu'est-ce qui vous... Écoutez, par rapport à la campagne, moi vient à l'esprit à propos de cette campagne presque achevée? La même chose en gros que ceux qui ont parlé avant moi, c'est-à-dire qu'il se passe rien. On est navigué d'un sujet à l'autre. Alors voilà, on nous parle de petits sujets. Et c'est parce que la France peut-être sort de l'histoire, mais on a l'impression qu'on a perdu le pouvoir, ça on le sait. Et c'est vraiment la conséquence directe, à mon avis. On peut pas. On n'a plus accès aux grandes choses, donc on s'intéresse aux petites. C'est ça? Bah oui, c'est ça. Ils ont perdu le pouvoir. Ils savent qu'ils peuvent promettre certaines choses, mais ça reste assez limité. Claire Prenki, quelque chose vous saute aux yeux? Oui, enfin moi maintenant à mon âge, je trouve que des campagnes, il y en a eu beaucoup et ça se noie dans une espèce en effet de verbiage. Et on a tellement tourné en dérision ces grands mots, en effet. Maintenant, il y a eu un sens de la dérision surtout que les choses n'ont plus de sens. On s'attend à un taux choses sur lesquelles les gens pourraient se battre ne sont pas valorisées. Qui pourrait dépasser le tiers, ce qui est très rare lors d'une présidentielle. C'est ça. 35% des Français disent que la campagne ne les intéresse pas et qu'ils n'iront pas voter. Ça fait un gros tiers. Il y a une distance vis-à-vis des politiques, il y a un désintérêt. Oui, si je peux rebondir aussi par rapport à l'enthousiasme dont on parlait, on le voit chez les jeunes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sentiment national. Au niveau professionnel, par exemple, ceux qui vont travailler, ils se disent pas je vais travailler pour la France, pour mon pays, ou pour élever ma famille, je vais travailler n'importe où, je suis nomade, je vais travailler à l'étranger parce que je vais gagner plus de fric. Et ça, c'est assez dramatique aussi pour un grand pays. D'amis qui ont fait de grandes écoles d'ingénieurs comme vous et qui sont partis à l'étranger, oui. Il y en a pas mal, en tout cas, qui cherchent à le faire ou qui l'ont fait, oui, au Luxembourg, à Londres, en Angleterre. Bon, alors, il y a une autre catégorie de livres que je n'ai pas besoin de lire pour les admirer et les approuver, comme celui de Jean-Yves Dufour, La France face au mondialisme. Alors là, on a il y a 250 pages. On a d'une certaine façon toute la problématique souverainiste. Oui. Magnifiquement décrite par ce jeune ingénieur, donc aux éditions Jean-Yves Dufour. Alors c'est moi qui l'ai auto-édité. Auto-édité, oui. Voilà, frais d'auteur. Oui, j'espère que vous pouvez le distribuer, vous le vendez, on peut J'en vends, alors j'ai un site internet, on peut le commander en ligne. Alors on va donner votre site. Il suffit de taper le nom du titre du livre dans Google, on tombe dessus. Ça s'appelle La France face au mondialisme. Voilà, La France face au mondialisme. Vous êtes très bien référencé sous le nom Jean-Yves Dufour. Ah oui, aussi. On tape soit le nom de l'auteur, soit le titre du livre, on tombe directement sur le votre site, blog en aussi. première page. Oui, vous êtes très présent sur Internet. Bon bref, en 250 pages, on a toute la problématique qui est la problématique d'aujourd'hui. La France, comme toutes les nations, face au mondialisme. Non, pourquoi plus la France? Parce que c'est notre affaire. Parce que moi, je suis français et patriote français et j'aime la France, mais effectivement, les autres nations ont le même problème. Alors, les nations de l'Europe, l'Union européenne, et puis les nations du monde dans un deuxième temps. Alors, vous incriminez beaucoup l'Union européenne. C'est face au mondialisme et à l'européisme, en réalité. Oui, alors il y a trois parties. La première partie, plutôt de définition sur le souverainisme de manière générale. Qu'est-ce que c'est politiquement Alors, je vous coupe là. Pardon, je ne devrais pas vous couper. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous déclinez le mot souveraineté. On croit toujours que la souveraineté est nationale, point final. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Mais il y a souveraineté législative, la souveraineté judiciaire, qui n'est pas la même, notamment en faisant référence aux tribunaux supranationaux. Absolument, et Dieu sait qu'il y en a. Il y en a de tous les côtés. La souveraineté territoriale, c'est le contrôle des frontières. Notamment. Question ô combien chaude. La souveraineté monétaire, question évidemment importante. Souveraineté militaire, institutions internationales, autorité indépendante. Situation politique, le pouvoir n'a plus le pouvoir. Voilà, ça c'est vous posez les termes du débat dans la première partie. Oui, c'est ça. C'est les différents pans en réalité de la souveraineté qui sont tous abandonnés. Il n'y en a pas un qui ne soit pas attaqué, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Donc ça c'est un peu le constat. Et les autres parties, donc c'est sur ce qui se passe au niveau européen. Donc en l'occurrence c'est l'Union européenne, la principale
est responsable de la perte de souveraineté. C'est un transfert. Oui, alors je vais vous faire une petite critique. Je n'ai pas trouvé, mais peut-être que je vous ai lu vite, là, cette fois, je le confesse. Je n'ai pas trouvé d'allusion aux tribunaux internationaux, comme le tribunal pénal international. Il y a des références, ici d'ailleurs, c'est dans le glossaire. Je n'ai pas vu, Parce que ça aussi, c'est une fameuse perte de souveraineté. Alors, il y a ça, il y a Nuremberg, et puis il y a Nuremberg, la Cour de Luxembourg. La Haye, et La Haye. Mais c'est extraordinaire que l'on ait... Et l'effacement des constitutions nationales devant une supra-constitution européenne. Oui. Ah oui, il suffit de voir une simple directive européenne est supérieure aux constitutions de chaque nation européenne, de l'Union européenne. Donc c'est extrêmement grave. Alors vous détruisez les uns après les autres les slogans qu'on nous fiche à la figure. L'UE, une nécessité. Alors là, vraiment, c'est les principaux arguments qu'on reprend sans cesse et qui sont tous faux. Il suffit de les prendre un par un. L'Union européenne, c'est la paix. Vous détruisez. Ça, c'est comme ce guignol. Enfin, on détruit les. Alors on voit ce qui se passe aujourd'hui avec la guerre des monnaies. Les Grecs sont des feignants et des fraudeurs et des voleurs, et puis les Allemands sont des fascistes et des nazis. C'est la guerre. Et justement, vous détruisez cette phrase de Mitterrand, le nationalisme, c'est la guerre. Ah oui, c'est pas qu'il avait rien compris, il savait. On sait d'où il vient, simplement, il avait des intérêts. Quoi. Oui. L'indépendance, c'est l'autarcie. Ça c'est... Comment on voulait être indépendant, mais on n'est plus à une époque où les peuples vivent en autarcie. Oui, alors il y a de l'hypocrisie, de la mauvaise foi, il y a de la peur. Tout est exagéré, on parle beaucoup d'extrémisme. Il y a eu le livre récemment de Christophe Bourseiller sur qu'est-ce que l'extrémisme, qui est très bien. Là maintenant, dès qu'on sort un petit peu de l'ordinaire, ça y est, on est extrémiste, donc c'est pas bien. Donc c'est moral, c'est très moral tout ça. Alors une autre assertion à laquelle vous faites pièce, l'Union européenne, pôle de résistance aux États-Unis. Oui, alors ça vous amuse là, parce oui, que les exemples contraires abondent et surabondent. Oui, et puis de plus en plus. Il y a à la fois la construction historique qui s'est faite par l'argent des États-Unis sur la France a plus ou moins gagné la guerre évidemment grâce à De Gaulle, mais c'est pas simplement ça. La construction européenne a été voulue, pensée par certains cercles, on peut dire, Rockefeller par exemple, certains cercles de pensée américains, dont les Français et relayés par des monnaies et autres. Oui, c'était eux les fossoyeurs. Donc ça c'est dans un premier temps historique, et dans un deuxième temps on se dit ça aurait peut-être pu évoluer de manière plus indépendante par la suite, mais non. Il faut voir qu'actuellement c'est toujours le cas, on est toujours accroché. Et peut-être même plus, le fait que la France soit rentrée dans l'OTAN, enfin l'Europe tout entière d'ailleurs, pas que la France. Et d'ailleurs la France est entrée dans l'OTAN, pas simplement sous pression, c'est ça qui est grinçant, des États-Unis, mais sous pression allemande en réalité. C'est-à-dire que c'est au nom de l'Union européenne qu'il faut s'accrocher au char de l'OTAN. C'est pour ça que c'est clairement le marchepied du mondialisme en fait, puisque c'est l'hégémonie américaine. Christian Vosges ? Oui, le spécialiste que vous êtes... Moi, ma question n'est pas perfide, mais après avoir démoli l'Europe telle qu'elle est, comment la reconstruiriez-vous ? Parce que il est vrai qu'on invoque comme un Éden perdu l'Europe des grands projets qui a donné lieu à Airbus, qui a donné lieu au programme nucléaire, bien sûr. Mais ceci ne se renouvelle pas. Ça a été... justement, depuis, il n'y a plus rien. C'est ça le drame. Alors comment... au vu de ce que vous avez analysé dans la situation présente, comment imagineriez-vous, peut-être au nom du ciel, si je peux me permettre, une Europe reconstruite selon de saints principes, à votre sens ? C'est l'Europe des nations, ils n'ont rien inventé, c'est celle que voulait De Gaulle, c'est celle que voulaient Villiers, Séguin, Pasqua. Alors on vous dira, et on nous dit... Vous avez été un militant du MPF, J'ai été chez Philippe de Villiers, auquel je dédicace particulièrement l'ouvrage, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit. Quand on lit ses ouvrages qui ont été écrits il y a 20 ans aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont été écrits hier. Ils sont presque plus vrais aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc il suffit de les lire, on les prend tous. On nous retourne souvent dans la campagne en ce moment qu'il est impossible de faire marche arrière, qu'on ne peut plus détricoter l'ouvrage. C'est ce qu'a dit Jacques Attali. Il était fier de dire, par exemple, il a participé à l'écriture de Maastricht, il était fier de dire on n'a prévu aucun article pour en sortir. Voilà, pour en sortir. J'ai la référence. C'est la crémaillère parfaite, on ne peut qu'avancer dans le mur. Donc ils font exprès de nous ficeler dans un système, et ensuite ils disent il n'y a pas d'alternative, c'est du totalitarisme. Et alors, la révolution ? Alors la révolution, c'est pas une révolution, si vous voulez, il y a des révolutions qui se font dans le sang.
Oh non, c'est pas notre genre. Là, c'est facile. Qu'est-ce que Bruxelles? C'est par les textes et par. C'est par la volonté et le courage politique. Par les si le groupes de président pression. dit je quitte l'Union européenne, par exemple, et quelles sont les conséquences? Il y en a pas beaucoup. Au contraire, on donne moins d'argent qu'on récupère. Voilà. Oui, parce que vous faites pièce à l'idée qu'on reçoit de l'argent de l'Union européenne, alors que c'est l'inverse. Oui, alors, évidemment. troisième, le plus intéressant de vos chapitres, troisième, c'est le nouvel ordre mondial. Là, vous n'avez pas peur. Et je me suis dit que vous avez bien fait d'éditer votre livre vous-même, parce qu'aucun éditeur n'aurait osé éditer ce que vous écrivez sur ce que vous appelez pudiquement les groupes mondialistes. Oui. Et les différentes figures du alors écoutez, complot. pas forcément, parce que depuis février, il y a Circus Politicus qui est sorti, c'est-à-dire de 2 journalistes que je cite dans le livre pour un autre ouvrage. Rappelez ça alors. Circus Politicus. Par qui? Alors je sais plus les noms, c'est Christophe Deloire et un autre Christophe. Je sais pas où il est, pardon. Voilà. On le trouve dans votre livre. Voilà, donc Circus Politicus, il est sorti en février 2012, donc c'est-à-dire après la sortie du mien. Et il illustre en fait parfaitement ce que moi je décris. C'est-à-dire que je prends plus de risques aujourd'hui. Voilà, absolument. Donc, eux, ils ont interviewé les personnes directement, parce que c'est des journalistes, ils font un travail directement de terrain. Ils ont été parler à des anciens commissaires européens, à des anciens patrons du Bilderberg, de la commission trilatérale. Du siècle. Du siècle. Tous les politiques français sont au siècle. Et qui au fond valide. De Davos, c'est ça? Oui, alors celui-là, c'est plutôt une farce. Le vrai pouvoir n'est pas à Davos. Qui valide la théorie du complot. C'est-à-dire qu'il y a des forces, c'est pas le complot. Mais vous expliquez ça très bien. C'est pas du complot, il y a simplement des forces qui ont pris le pouvoir, alors, il y a des solidarités occultes qui ont pris le pouvoir et qui les imposent au peuple. Oui. Alors il y a par exemple, déjà pour commencer le chapitre sur le nouvel ordre mondial, moi je voulais m'arrêter à la fin de l'européisme. J'avais pas prévu de l'écrire. À la base je voulais appeler le livre Les mensonges de l'Union européenne ou quelque chose comme ça. Et après l'avoir terminé, donc ces deux premières parties, je me suis dit c'est bête de parler plus loin parce que moi je le connaissais déjà tout. C'est là où vous êtes très audacieux dans la troisième partie. Et je me suis dit mais il manque quelque chose. Et en fait c'est vrai, quand je disais tout à l'heure que l'Europe, l'Union européenne aujourd'hui était le marchepied du mondialisme, c'est ça. C'est-à-dire que on peut pas s'arrêter là. C'est fait de telle façon qu'on est obligé d'aller plus loin. C'est l'URSS, ça grossit, c'est une fuite en avant permanente. Voilà. Et donc j'ai pris le risque de le faire. Alors je pense que c'est suffisamment référencé, documenté, sourcé. J'ai pris aucun risque. Il y a des choses que je soupçonne, donc je suis certain à 99% que j'ai pas pu trouver les sources sûres. Je l'ai pas mis. Alors vous allez être taxé de complotisme. Mais... Alors il y a un chapitre que vous avez cité spécialement sur la théorie du complot, parce que le complot, qu'est-ce que c'est? Alors est-ce qu'il y a jamais eu de complot dans l'histoire? C'est une farce aussi, ça. Il y en a forcément eu. Par exemple, Jules César n'est pas mort tout seul. Bon, non, mais ça, c'est la culture politique d'aujourd'hui. On appelle complot tout fait de puissance. Voilà. C'est-à-dire que les esprits aujourd'hui sont tellement incultes et ont tellement oublié l'histoire, alors que toute l'histoire est faite de faits de puissance, mais on appelle ça des complots. Ce ne sont pas de complots. En fait, il y a des éléments de puissance, et des organisations, des stratégies mises en place par des puissances et qui se développent sur plusieurs années. C'est comme ça que l'histoire s'est développée depuis des années. Depuis des siècles. Ça ne s'appelle pas des complots. Est-ce qu'on peut pas... on appelle complot peut-être ce qui est tout simplement des réactions spontanées d'organisations d'autodéfense. Les banques s'autodéfendent contre les gens qui veulent les règlements. Quand elles ont l'appui des soutiens politiques, là c'est un complot, c'est de la corruption, mais enfin c'est une sorte de complot entre les politiques et la finance qui les paye pour faire les lois qui les arrangent. Mais là on peut appeler ça, c'est une entente illicite, on appelle ça comme on veut. Et la troisième partie, alors là, idéologie sataniste, anti-tradition, symbolisme et hégémonie culturelle, pratique satanique et ésotérisme. Alors c'est pareil. Internet en est plein. Alors Internet ça, en est plein. c'est pareil. Là, vous avez de la culture Internet. Non mais c'est difficile. Non, moi je connais Guénon. Je suis guénonien, c'est-à-dire voilà, au niveau spirituel, je suis guénonien. Donc ça rejoint ce qu'il dit, c'est-à-dire que ce qu'il a écrit il y a 100 ans, c'est vrai aujourd'hui, c'est plus vrai aujourd'hui même qu'il y a 100 ans, parce que c'est la marche continue, le cycle continue. La décadence qui commence pour lui au 15e siècle. On revient effectivement à la fin du livre au spirituel. Je pense que qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, les puissants qui créent ce monde, en fait, eux y croient, et ils y laissent plein de symboles. Voilà, à l'occasion de conseiller à nos auditeurs de lire le très beau livre de René Guénon,
la crise du monde contemporain. Du monde moderne. La crise du monde moderne. C'est un livre bouleversant. Et il a été écrit dans les années 20. Il est très actuel, 90 ans plus tard. C'est criant. Vous écoutez Radio Courtoisie, le livre Journal de la nuit de Paul-Marie Couteau. Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Yves Dufour pour La France face au mondialisme. Livre auto-édité, c'est-à-dire qu'il faut taper sur Google soit La France face au mondialisme, soit votre nom, Jean-Yves Dufour, et on peut l'acheter.